Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler donc de Peter Thiel. Donc c'est un personnage à la fois fascinant, controversé et philosophiquement profond, et parfois même déroutant. C'est un entrepreneur, un investisseur, un milliardaire, un penseur, un provocateur, et c'est une figure majeure de la Silicon Valley. Et peut-être que vous le connaissez parce qu'il a confondé PayPal. Peut-être même que vous avez entendu son nom comme l'un des premiers investisseurs de Facebook. Ou peut-être même que vous l'avez découvert avec son livre Zero to One, qui est devenu un classique de l'entrepreneuriat. Mais en fait, derrière le personnage public, il y a une pensée bien plus complexe, une vision du monde très structurée, souvent radicale, parfois contre-intuitive, profondément influencée par la philosophie, par la politique et par l'histoire, et même par la théologie. Aujourd'hui, donc, on va voir qui est Peter Thiel, ce qui a construit sa personnalité, ses idées, et surtout comment ses positions philosophiques, y compris religieuses, influencent sa vision du futur. Donc il est né en 1967 à Francfort en Allemagne. Sa famille déménage rapidement aux États-Unis, puis s'installe en Californie. Jeune, Thiel montre déjà deux aspects qui vont le définir, un esprit très compétitif et une capacité à penser en dehors du cadre. Il devient un excellent joueur d'échecs, classé parmi les meilleurs jeunes américains, et cette logique stratégique, cette façon de réfléchir plusieurs coups à l'avance, restera au cœur de sa philosophie. Il étudie ensuite à Stanford d'abord la philosophie puis le droit. Stanford sera déterminant. C'est là qu'il s'éloigne du conformisme intellectuel, qu'il se forge une pensée originale influencée par des auteurs comme Nietzsche, mais surtout par le penseur catholique René Girard, dont on reparlera plus tard. Après un passage dans le monde juridique, Thiel se lance dans l'entrepreneuriat. Et en 1998, il cofondera PayPal, qui révolutionne le paiement en ligne. PayPal sera revendu en 2002 et Thiel utilise alors son argent pour faire l'un des investissements les plus mythiques de l'histoire, 500 000 dollars dans Facebook. Cet investissement sera multiplié par plus de 1000. Il crée ensuite Palantir, Founders Fund et devient l'un des investisseurs les plus influents du monde tech. Mais Thiel ne se contente pas d'investir. Ce qui l'intéresse, c'est de changer le monde selon une vision très spécifique. Pour comprendre Thiel, il faut comprendre une idée centrale. Selon lui, l'Occident a cessé de progresser réellement. Oui, on a des smartphones, des réseaux sociaux, des applis, mais pour Thiel, tout cela, c'est du progrès superficiel, de l'innovation répétitive, du gadget. Il résume cela par une phrase devenue culte: nous voulions des voitures volantes et nous avons eu 140 caractères. Pour lui, la société s'est enfermée dans une illusion d'innovation. On améliore des détails, mais on n'invente plus de nouveautés vraiment révolutionnaires. Pas d'énergie radicalement nouvelle, pas d'avancées majeures dans les transports, peu de progrès en médecine fondamentale. Ce ralentissement technologique est, selon-il, un symptôme de stagnation civilisationnelle. Et il identifie la cause principale, le conformisme. La société moderne décourage la prise de risque, l'originalité et la rupture. Tout le monde pense pareil, crée les mêmes choses, suit les mêmes tendances. Et c'est ici que l'influence de René Girard est importante. Thiel reprend l'idée du désir mimétique. Nous désirons ce que les autres désirent, nous imitons la majorité. Résultat, aucune innovation réelle ne peut émerger. Pour Thiel, le progrès vient toujours d'une minorité d'individus vraiment originaux. Dans son livre Zero to One, Thiel propose une idée simple mais extrêmement puissante. Il distingue deux types de progrès. Le progrès horizontal de 1 à n, c'est-à-dire qu'on copie ce qui existe, on réplique un modèle, on optimise et on étend. Et le progrès vertical de 0 à 1, c'est-à-dire qu'on invente quelque chose de totalement nouveau, différent. On change la nature même du monde. Thiel estime que notre époque manque cruellement de 0 à 1. On est obsédé par l'amélioration marginale et incapable d'imaginer des ruptures. Pour lui, la mission de l'entrepreneur n'est pas simplement de faire du profit, mais de faire émerger un monde qui n'existait pas encore. C'est pourquoi il valorise les monopoles créateurs. Google n'avait pas de concurrent sérieux lorsqu'il a réinventé la recherche sur Internet. Facebook n'avait pas d'équivalent lorsqu'il a imposé un nouveau mode de sociabilité. Le monopole, pour Thiel, ce n'est pas un problème, c'est une conséquence naturelle de l'innovation radicale. Politiquement, il est souvent classé libertarien, mais en fait ce serait une simplification puisque sa pensée est plus profonde et plus ambivalente. Il estime que la démocratie moderne favorise le conformisme, la pensée de troupeau et l'incapacité à prendre des décisions audacieuses. Selon lui, la majorité n'a jamais créé le progrès, ce sont les minorités visionnaires qui le font. D'où son intérêt pour les concepts comme les villes indépendantes flottantes, les communautés techno-futuristes autonomes et même la colonisation d'autres planètes. Pour Thiel, la technologie doit permettre d'échapper aux structures politiques qui étouffent l'innovation.
Donc Thiel ne voit pas la technologie comme un simple outil économique. Pour lui, c'est une force métaphysique, une manière pour l'humanité d'affirmer sa volonté, de créer du sens et de dépasser ses limites. Il distingue deux types de technologies. Les technologies défensives, les réseaux sociaux, les applications divertissantes, elles ne changent rien au monde physique. Et les technologies offensives, intelligence artificielle, biotechnologie, énergie nucléaire, robotique, là elles peuvent transformer concrètement la civilisation. Il considère que depuis 50 ans, l'Occident a peur de la technologie offensive. Et cette peur mène au déclin. C'est pour ça qu'il finance des projets parfois extrêmes, comme la prolongation radicale de la vie, l'intelligence artificielle appliquée à la défense, les énergies avancées, les initiatives transhumanistes. Pour Thiel, la technologie, c'est pas seulement économique, en fait, elle est spirituelle et elle est presque salvatrice. Donc concernant son rapport au christianisme et au catholicisme, en fait c'est une dimension essentielle et souvent méconnue du personnage, parce qu'il parle régulièrement de religion mais de manière très particulière. Voilà ce qu'on peut retenir. Tout d'abord, il est chrétien. Et il se décrit comme chrétien, pas forcément comme catholique traditionnel, mais il a été profondément influencé par René Girard, un penseur catholique majeur. Girard a façonné sa vision de la concurrence, du mimétisme et de la violence sociale. Il n'adhère pas pleinement à l'Église catholique moderne, et il critique notamment le pape François, qu'il voit comme un obstacle à certaines dimensions théologiques ou philosophiques. Thiel utilise des concepts religieux pour penser la technologie et la politique, l'antéchrist comme une métaphore du pouvoir global unifiant, la technologie comme potentielle force de rédemption humaine, et la fin du progrès comme un moment quasi spirituel de basculement. Et il a un grand réseau chrétien autour de lui, puisqu'il est lié à des entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont spécialement chrétiens, et aussi à des cercles qui réfléchissent à la place de la foi dans l'innovation. Donc sa pensée religieuse imprègne donc indirectement son environnement. En conclusion, Peter Thiel est un personnage difficile à classer. Entrepreneur de génie pour certains, philosophe provocateur pour d'autres, danger idéologique pour d'autres encore. Mais une chose est sûre, il a une vision du monde extrêmement structurée, cohérente et une capacité rare à transformer ses idées en actions concrètes. Il pense la technologie comme un destin, le progrès comme une nécessité et l'innovation comme un acte spirituel. Peu d'entrepreneurs réfléchissent à ce niveau-là, en termes de civilisation, de futur de l'humanité et même de métaphysique. Qu'on l'admire, qu'on le critique, en tout cas il influence déjà une part importante de notre avenir, et c'est pour cela qu'il est indispensable de comprendre sa vision du monde.